Salut tout le monde, c'est Eric et vous écoutez ou vous regardez Jeux de rôle en mode facile, les moments pédagogiques autour du jeu de rôle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner non pas une, non pas deux, non pas trois, non pas quatre, mais 5 astuces pour améliorer, pimenter vos combats dans vos parties de jeux de rôle. 5 astuces que j'ai honteusement piquées à la franchise Karate Kid. Petit disclaimer rapide, pour illustrer mes propos, j'utilise des exemples qui viennent de la franchise Karate Kid, du premier film, du dernier film Karate Kid Legend, ainsi que certains passages de Cobra Kai. Donc, éventuellement, je risque, dans ce moment pédagogique, de vous spoiler certains éléments de l'intrigue. J'essaie de le faire le moins possible, mais voilà, je suis obligé d'utiliser des moments, des passages pour illustrer mon propos. Et du coup, voilà, si vraiment vous avez trop peur d'être spoilé, désolé, mais ce moment pédagogique n'est pas pour vous. Voilà. Toute première astuce, l'enjeu du combat. À moins d'être complètement idiot, complètement débile, on ne se bat pas sans raison. Lorsque le combat survient, c'est parce qu'on a envie d'obtenir quelque chose de son ennemi, ou parce qu'on souhaite se défendre d'un certain adversaire. Bref, les enjeux sont importants pour diversifier les combats et les rendre plus intéressants. Si on prend l'exemple de Karate Kid, dans le tout premier opus, si Daniel Larousseau combat lors du tournoi d'All Valley, ce n'est pas pour la gloire ou pour l'argent, c'est pour prouver à son harceleur qu'il n'a plus peur de lui, qu'il est devenu suffisamment fort pour ne plus avoir à le craindre. C'est aussi le but de montrer à son maître, M. Miyagi, qu'il peut être fier de lui. Et aussi rassurer sa copine. Bref, lorsqu'il va faire cette finale, il aura plein de choses en tête et ça sera ses enjeux à lui. Enjeux qui n'ont pas besoin d'être symétriques. Pour son adversaire, Johnny Lawrence, c'est pas du tout le même enjeu. Lui, c'est de prouver que c'est un vrai bonhomme, un vrai, un mâle alpha, le plus fort. Et puis récupérer sa petite amie, même si c'est débile, parce qu'au final, sa petite amie l'a quitté parce qu'il a un comportement toxique. Même si elle avait gagné le tournoi, elle serait pas revenue dans ses bras. Mais bref, ça, c'est son enjeu à lui, c'est comme ça que ça se passe dans sa tête à lui, à Johnny Lawrence. Dans le tout dernier opus de Karate Kid, l'enjeu est relativement différent. Il y a toujours une histoire de harcèlement, toujours une histoire de montrer à l'autre qu'on a pu surmonter ça, mais il y a également une histoire d'argent, puisque le tournoi, lorsqu'on le remporte, permet de gagner une grande somme, et cette somme va permettre au père de la petite amie du héros de continuer d'ouvrir son restaurant. Bref, l'enjeu est cette fois assez différent, on est sur un autre niveau, puisque si le héros ne le remporte pas, la vie de sa petite amie et de son père est foutue. Parce qu'ils vont devoir fermer leur restaurant, ils vont devoir être à la rue. Bref, ça va être des emmerdes pas possibles. Ils doivent en plus de l'argent des gens. Bref, si le héros ne gagne pas, c'est la mer de noir. Et on voit bien les différences que ça a d'avoir justement ces enjeux qui diffèrent. Plus l'enjeu va être grand, plus il va y avoir de la pression, plus il va y avoir du stress. Et je pense que ça peut être une bonne chose, dans le parti de jeu de rôle, les miennes, les vôtres, de réfléchir à l'enjeu d'un combat. Pourquoi est-ce que les personnages joueurs se battent? Est-ce que c'est juste pour ne pas se faire détrousser par des malandrins? Dans ce cas-là, l'enjeu est faible, mais ça peut arriver. Il y a aussi des combats avec des faibles enjeux. Voilà, au pire, si on perd, on donne de l'argent. Et à l'inverse, il va y avoir des enjeux beaucoup plus forts comme sauver le monde, sauver l'univers, etc., etc., etc. Bref, essayez d'avoir en tête pourquoi on se bat. C'était ma première astuce. Merci, Karate Kid. Deuxième astuce, c'est un peu le corollaire, la réciproque de l'enjeu, c'est ce que je vais appeler les risques. À moins d'être complètement teubé, on ne va pas se battre jusqu'à la mort. C'est très rare. Dans Cobra Kai, il y a deux grosses batailles générales où ça part dans tous les sens, où tout le monde se frappe dessus, c'est assez violent. Mais elles ont comme point commun de s'arrêter au moment où un risque a été franchi pour l'un des participants ou l'une des participantes. La première, c'est au lycée. Et l'un des protagonistes principaux, l'un des héros, tombe d'un escalier et se brise le dos. Et à ce moment-là, son adversaire se rend compte qu'il est allé trop loin et il arrête. Parce que c'est pas ce qu'il voulait. Il voulait montrer qu'il était plus fort, il voulait prouver que Cobra Kai est meilleur ou je sais pas quoi. Bref, il y avait différents enjeux. On en revient aux enjeux de l'astuce numéro 1. Mais le risque n'en valait pas la peine. Et à partir du moment où ce dos est brisé, le combat s'arrête. Les autorités du lycée arrivent, puis même les différents protagonistes perdent un peu l'envie de combattre. Et je trouve ça très intéressant. Deuxième bagarre générale, c'est lors du tournoi du Karate Kai dans les dernières saisons. Et pareil,
quelqu'un utilise un couteau, par colère, tue quelqu'un d'autre, et pareil, le combat s'arrête parce qu'on est allé trop loin. Et je pense que c'est quelque chose qu'on oublie parfois en jeu de rôle, cette notion de risque et cette notion d'aller trop loin. La plupart des gens ne vont pas forcément aller jusqu'à la mort. Quand on joue à du jeu de rôle médiéval fantastique assez classique, genre Donjons et Dragons ou Pathfinder, souvent on combat les gobelins jusqu'à les exterminer jusqu'au dernier, mais en vrai, je trouve pas ça très réaliste, très cohérent, et je trouve ça dommage de réfléchir comme ça. Il faudrait laisser l'opportunité aux ennemis de fuir, de se rendre, quitte après aux joueurs à les tuer quand même si ce sont vraiment des psychopathes et des sociopathes en puissance. Mais il faut garder à l'esprit que on ne veut pas forcément tout risquer jusqu'à sa vie lors d'un combat. Et c'est pareil de l'autre côté. Ne pas hésiter, lorsque vos personnages joueurs sont en difficulté, à leur offrir des opportunités de fuir, parce que souvent on peut fuir. Les ennemis ne vont pas forcément vous poursuivre parce que le combat a été long, parce qu'ils sont aussi blessés. Voilà, si vous sentez que vos personnages joueurs ont le dessous et veulent fuir, ça peut passer. Voilà, moi je pense qu'il y a des moments où voilà, le grand méchant ne va pas les poursuivre parce que voilà, il a gagné, il est content, il a eu ce qu'il voulait. Sans doute, on revient à l'enjeu de la première astuce, mais sans doute que ce qu'il voulait lors du combat, il l'a eu, il l'a obtenu en gagnant le combat, même si les personnages fuient, même s'il ne peut pas les assassiner, les exterminer, les génocider. Il a déjà obtenu une victoire, c'est déjà pas mal, et il peut s'en contenter. Pareil, on peut laisser l'opportunité aux joueurs de se rendre, d'être capturé, d'être assommé, d'être laissé pour mort. Bref, faut pas que le combat soit forcément définitif et que le risque principal soit la mort, parce que sinon, déjà, ça risque d'amener à des TPK, Total Party Kill, où tous les personnages joueurs sont morts, et bah, du coup la campagne, le scénario, le one-shot, l'aventure, l'histoire s'arrête, et c'est dommage. Et puis, je trouve qu'on perd un peu en crédibilité, en cohérence, si le risque est tout le temps la mort. Troisième astuce, jouer avec l'environnement. Afin de diversifier les combats, les rendre plus dynamiques et plus cool, on peut jouer avec l'environnement, avec le décor, avec tout ce qui se passe autour du combat, parce que le combat, il n'a pas forcément lieu dans un ring de 5 mètres sur 5 cloisonné. Non, ça peut se passer partout et n'importe où, et il peut se passer plein de choses. J'en ai déjà parlé dans l'astuce précédente, mais dans Cobra Kai, il y a une bagarre dans un lycée, où l'un des héros est projeté par-dessus un escalier et se brise le dos. Cette présence de l'escalier est super importante pour l'histoire, super importante pour le combat. Et le fait que ça ait permis au héros d'être brisé, c'est important. Et je parle même pas que de l'escalier, parce qu'il y a aussi les vestiaires qui servent d'armes. Il y a un moment une vitrine avec des trophées de l'équipe de foot ou je sais pas quoi, et un des adversaires est projeté à travers. Bref, le décor, c'est autant d'opportunités, autant de possibilités de faire des trucs cool. S'accrocher à un lustre, et puis se jeter sur son adversaire, balancer une table, balancer une chaise, tomber à l'eau, faire tomber des adversaires, faire exploser un truc parce qu'il y a des produits inflammables, et puis on lance un truc et paf, ça explose, et puis ça fait diversion. Enfin bref, n'hésitez pas, lors de vos parties de jeu de rôle, que ce soit en tant que meneur, meneuse de jeu, à jouer avec le décor, et même si vous êtes simple joueur, simple joueuse, simple participant ou participante, n'hésitez pas à proposer au moins, est-ce qu'il y a un lustre, est-ce qu'il y a un machin, vous posez des questions à votre meneur ou à votre meneuse, et vous rebondissez dessus, ou parfois même improviser, lancer quelque chose. Si vous êtes dans une auberge, et que vous dites, je renverse une table pour me servir de protection contre les flèches, et je fais un cocktail Molotov avec une bouteille d'alcool et du feu, la plupart du temps, la magie va dire oui, c'est cool, puis ça reste relativement cohérent, ça reste relativement crédible. La plupart du temps, votre meneur ou votre meneuse va dire ok, pas de souci, fais un jet. Il y aura peut-être des règles d'armes improvisées en fonction du jeu, machin, ça sera peut-être pas si simple que ça, mais c'est faisable et c'est cool. Et c'est bien de faire des trucs cool dans un combat. Que ce soit pas juste j'attaque, je touche, je fais les dégâts. Puis lui, il attaque, il touche pas, j'attaque, et ainsi de suite. Les combats, comme souvent ils sont tour par tour et assez monotones, jouer avec le décor est un bon moyen de diversifier les combats et de les rendre un peu plus cool, un peu plus spectaculaires. Donc je vous conseille, si vous pouvez, de jouer. Et puis ça permet aussi, lorsque vous êtes meneur ou meneuse de jeu, d'avoir des combats diversifiés. Un combat dans une taverne ne sera pas le même qu'un combat dans un désert, que sur le pont d'un bateau, que sur une station spatiale, etc., etc., etc. Amusez-vous avec le décor. Quatrième astuce, l'adversaire, l'ennemi. On dit souvent que la valeur d'un héros se mesure à la hauteur de la valeur de ses adversaires, de ses ennemis, de ses protagonistes. Pour rendre un combat plus stressant, mettre plus de pression sur vos joueurs, pour le rendre plus intéressant, on peut se concentrer aussi sur la puissance de l'adversaire. Un grand méchant, un bon méchant, qui est puissant, qui est intelligent, qui est malin,
qui fait des choses retors. Bref, un personnage qui peut marquer vos joueurs et vos joueuses autour de la table va rendre le combat plus intéressant. Dans Cobra Kai, j'aime beaucoup le personnage d'Axel des Iron Dragons dans le grand tournoi des Sekai Kai dans les saisons les plus récentes. C'est un adversaire qu'on nous vend comme étant invincible. On le voit terrasser un des méchants des saisons précédentes du Cobra Kai, là, en un coup, en mode le gars est trop fort. Il y a les deux petits génies qui font partie des héros qui créent un logiciel d'entraînement avec de l'IA et de la réalité virtuelle pour essayer de reproduire un peu sa technique et ils se rendent compte en entraînement avec ce truc-là qu'en fait ils n'arrivent pas à le battre, qu'il est juste trop fort. Et il est vendu vraiment comme invincible et c'est super intéressant parce que malgré tout, malgré sa force, malgré qu'il soit plus grand, plus fort, plus rapide que nos héros, il a certaines failles psychologiques. Entre autres, il a flashé sur l'une des héroïnes et puis il est jaloux de son petit ami. Bref, il y a tout un truc qui se passe dans sa tête qui fait que il n'est pas si concentré que ça et ça va le mettre plus ou moins en porte-à-faux lors du combat et ça va être l'une des clés qui vont permettre au héros de le battre. Bref, je ne vais pas tout spoiler non plus, mais c'est un personnage qui est intéressant, qui est marquant, qui protège à un moment l'héroïne, qui tombe amoureux d'elle. Bref, il y a plein de choses qui se passent qui font que cet adversaire-là, il est marquant. Et le fait qu'il soit vendu comme invincible met une pression de ouf sur les héros. Bref, voilà, moi ce que je vous conseille, c'est de bien travailler vos adversaires. Pour qu'un combat soit intéressant, il y a l'enjeu, il y a le risque, il y a jouer avec le décor, mais il y a aussi, et surtout peut-être, bien travailler l'adversaire, le méchant, les ennemis. Qui sont-ils? Les gobelins, ok, mais c'est pas des gobelins comme les autres. On va leur ajouter des petites touches spécifiques. Peut-être qu'ils sont fourbes, malins, peut-être qu'ils sont petits, mais ils compensent leur petite taille par autre chose. Bref, bien penser à travailler ses adversaires pour rendre le combat le plus intéressant et dynamique possible. On peut aussi avoir des pouvoirs spéciaux qui rendent le combat plus intéressant ou des forces qui font qu'on ne peut pas le battre tant qu'on n'a pas trouvé le point faible, etc., etc., etc. Bref, travailler sur l'adversaire. Cinquième et dernière astuce, qui est pour moi la chose la plus importante lorsqu'on met en scène un combat dans une partie de jeu de rôle, pour ça que j'ai gardé cette cinquième astuce pour la fin. La cinquième astuce, c'est que le combat est un outil narratif comme les autres. Pourquoi on met en place un combat dans une partie de jeu de rôle ou dans un roman ou dans un film? C'est pour raconter quelque chose. Le combat n'a d'intérêt que comme outil narratif à votre partie de jeu de rôle. Chaque combat, même une rencontre aléatoire quelconque, doit raconter quelque chose ou permettre quelque chose dans la fiction. Même pour une simple rencontre toute bête, avec un enjeu faible, des risques qui ne sont pas énormes, on va pouvoir quand même raconter quelque chose parce que c'est à ça que doit servir le combat. In fine, raconter quelque chose. Que ce soit la gestion de ressources dans des jeux comme Donjons & Dragons ou Pathfinder, on perd des points de vie, on utilise des emplacements de sorts, et lorsqu'on viendra au combat final, eh bien, on sera un peu diminué parce qu'il y a eu cette rencontre justement dans les bois avec ces bandits, etc., etc., etc. Et dans Cobra Kai, au tout début de la série, il y a un combat avec un enjeu faible, quasiment pas de risque, mais qui est vital pour la suite et qui raconte beaucoup de choses et je trouve ça assez incroyable. On est au tout début de Cobra Kai et on se concentre sur Johnny Lawrence. Johnny Lawrence, c'est le méchant de Karate Kid 1. C'est un ancien champion de karaté qui a été vaincu par Daniel LaRusso, le héros de Karate Kid 1, et qui depuis est un peu en mode loser, il a raté sa vie, il vit dans sa voiture, il picole, et des jeunes gens vont harceler un jeune homme, Miguel, non loin de sa voiture où il vit. Au début, il va en avoir rien à foutre. Jusqu'au moment où un des jeunes va pousser, frapper Miguel, qui va atterrir sur la voiture de Johnny Lawrence. Ça va l'énerver, et il va décalquer la gueule des 3 ou 4 jeunes qui embêtaient le gamin. Il va les défoncer parce que c'est un ancien champion de karaté. Et ce combat-là, même s'il n'est pas très important, de prime abord, il raconte énormément de choses sur le personnage, sur son histoire, sur sa personnalité et sur ce qui va arriver par la suite. Ça raconte, que Johnny Lawrence est un loser. Il vit dans sa voiture, il picole, ça va pas bien. 2, ça raconte que c'est un enfoiré. Que, en tout cas, au début de la série, avant que la série se passe et qu'il ait son arc de rédemption formidable, c'est quelqu'un qui en a rien à foutre des autres et ça le dérange pas que des gamins en harcèlent un autre juste à côté de lui. Il en a rien à foutre jusqu'à ce qu'on s'occupe de sa voiture. 3, ça raconte qu'il est super compétent en karaté, parce que voilà, malgré qu'ils sont un peu sous et tout, il les défonce assez facilement parce qu'il est super fort en karaté. 4, ça va apporter les prémices de sa rédemption, parce que au final, même si au début c'est la colère, le fait qu'on ait touché sa voiture qui va s'occuper de ses gamins, il va quand même s'inquiéter un peu de Miguel, il va le prendre sous son aile et faire de lui un vrai champion de karaté, et c'est un peu toute la philosophie de Cobra Kai, c'est que
Johnny Lawrence, qui était le méchant dans Karate Kid, va devenir un des principaux héros et il va avoir une rédemption formidable jusqu'à adopter Miguel. Bon, enfin bref, le but n'est pas non plus de tout vous spoiler, mais c'est un combat qui est super intéressant dans ce qu'il raconte. Et ça, c'est ma dernière astuce pour ce petit moment pédagogique, c'est essayer, dans la mesure du possible, de vous servir de vos combats pour raconter quelque chose. Raconter quelque chose sur le personnage de vos joueurs, sur la façon dont ils mènent le combat. Ça peut raconter des choses sur leur personnalité, sur leurs traits, leurs aspects, leur manière d'appréhender. Achever un ennemi à terre ou pas, ça raconte quelque chose sur la personnalité du personnage. Si on est dans Donjons et Dragons, ça peut permettre de surligner les alignements, loyal, neutre, chaotique, bon, mauvais. Ça peut permettre d'appuyer là-dessus, mais il y a tout un tas d'autres trucs qu'on peut faire dans les combats pour raconter notre histoire. Car en vrai, quand on fait du jeu de rôle, c'est pas un peu ça qu'on fait? On raconte des histoires. Et le combat est un outil comme un autre pour les raconter. Voilà, c'est tout pour moi, pour ce petit moment pédagogique autour du jeu de rôle, sur le combat et ce que Karate Kid peut nous apprendre. J'espère que ces quelques conseils vous aideront à faire des combats plus intéressants, à raconter surtout des choses avec ces combats. Et puis je vous dis à plus!